le cas de la France. Et donc, c'est une thèse qui a été dirigée dans le cadre d'une co-tutelle entre la France et la Hongrie. Et donc, c'était un directeur de thèse français, et Joseph Kostolany, directeur de thèse hongrois. Voilà, donc Catherine, tu as 1 heure pour nous présenter ton travail, mais aussi d'inclure les questions. D'accord. Donc, je commence par remercier les organisateurs de cette possibilité de présenter ma thèse. Je précise d'abord qu'il s'agit d'une thèse en didactique, mais avec des éléments, un aspect historique assez important. Donc, je vais parler d'abord de la problématique, l'origine de la problématique et de la méthodologie de la thèse. Je vais parler de mon analyse historique et épistémologique. Ensuite, je parlerai plus en détail de mes analyses didactiques et je présenterai quelques conclusions finalement. D'où viennent la problématique de ma recherche? Donc, j'étudie, en fait, j'enchaîne la période que je dois faire présenter, car j'étudie l'époque des années 60 et 70, l'époque des mathématiques modernes. À cette époque, en Hongrie, il y avait une réforme mise en place par Tamás Varga, qu'on considère dans la communauté d'enseignement des mathématiques en Hongrie, on considère jusqu'à aujourd'hui comme importante, comme une conception d'enseignement qui garde des valeurs jusqu'à aujourd'hui. Et en même temps, il manque une description détaillée de cette conception. Il manque des analyses didactiques et historiques au-dessus. Et bien qu'il y ait une volonté de transmission de cette tradition d'enseignement, notamment par exemple dans la formation des enseignantes, il n'y a pas vraiment des moyens pour transmettre et maintenir cette tradition. Donc, oui. Cette situation me semblait paradoxale et avec ma thèse, j'ai cherché à contribuer à une conceptualisation de l'œuvre de Varga et de la tradition qu'il représente, une tradition qu'on considère comme étant basée sur un enseignement par problème et sur la découverte mathématique. J'ai choisi de faire cette étude dans une forme comparative. Pourquoi? D'un part, ça me permet de considérer le mouvement de Varga. Je vous dérange plus après. Donc, d'un part, ça me permet de considérer la réforme de Varga dans son contexte international, qui est le contexte du mouvement des mathématiques modernes. D'autre part, c'est un moyen pour moi de prendre de la distance d'un contexte qui est peut-être trop familier pour moi et prendre un regard un peu plus objectif par rapport à cette tradition qui m'est très familière. Par conséquent, ça serait une comparaison inévitablement déséquilibrée à cause de mes expériences différentes sur l'enseignement hongrois et sur l'enseignement français avec quoi je compare, aussi à cause de mes choix théoriques et méthodologiques que je vais exposer, aussi à cause des recherches existants, disponibles, qui sont beaucoup plus nombreux dans le cas français et dans le cas hongrois. Mais même si c'est une étude, c'est une comparaison déséquilibrée, ça va m'aider à être plus objectif sur mon objet original qu'en simple étude sur le cas hongrois. Donc, j'ai choisi de comparer avec la France,
qui est un pays directeur du mouvement des mathématiques modernes et qui est le pays de Bourbaki, Bourbaki étant une référence très importante dans cette période. Plus précisément sur la période que j'étudie, alors Varga commençait à mettre en place des expérimentations en 1963 la réforme officielle était introduite 15 ans plus tard, en 1978. En France, la réforme des mathématiques modernes était mise en place à partir de 69-70 et en 1977, il y a déjà un nouveau programme qui arrive. Donc, même si je compare les deux réformes des mathématiques modernes, en France, je prends aussi en compte le programme suivant, qui est en même temps à peu près que la réforme hongroise. Concernant le choix des niveaux scolaires, vous voyez ici un schéma très simplifié les deux systèmes éducatifs. J'étudie en gros la période de l'éducation obligatoire de l'époque, qui est le premier 8 ans, le soit dit általános iskola en Hongrie, et le premier 9 ans en France. Pour simplifier, je vais parler de primaire et de collège selon la terminologie française. Une autre choix importante est de suivre une approche double, à la fois historique et didactique. Dans les deux cas, il s'agit d'une étude systémique des deux réformes, d'un point de vue d'histoire de l'enseignement. Il s'agit de considérer une réforme comme un résultat des influences complexes venant du contexte historique, notamment du contexte politique, socio-économique, culturel, scientifique ou institutionnel. Et d'un point de vue didactique, il s'agit de considérer une réforme comme la transformation cohérente d'un système d'enseignement, y compris... Ça fait beaucoup d'écho, en fait. OK. Donc, un système de programmes, des ressources et des méthodes d'enseignement. En didactique, il existe des modèles systémiques. J'ai pris en compte notamment le modèle SMSO et le modèle des niveaux de codétermination de Chevalard. Sans adapter exactement ces modèles, je me suis inspirée de ces modèles pour définir un modèle un peu plus souple pour ma thèse, mais qui m'a permis de prendre en compte toutes les questions qui m'ont intéressée. Donc, j'ai défini un modèle de 3 niveaux. Le premier niveau est le contexte historique des réformes. Le deuxième niveau est l'arrière-plan épistémologique et notamment épistémologie des mathématiques. On verra que c'est une question cruciale dans l'époque des mathématiques modernes. Donc, pour cette période particulière, il semble pertinent d'étudier la conception sur la nature des mathématiques qui influence des réformes. Et la troisième consacrée à l'analyse didactique, dont les 2 premières parties offrent un contexte d'interprétation. Je parle brièvement des résultats de mon analyse historique. Avant tout, on peut dire qu'il existe effectivement un contexte international commun qui est le mouvement des mathématiques modernes pour les 2 réformes. Les acteurs français et hongrois participent aux mêmes organismes internationaux. La France joue souvent un rôle directeur dans ces organismes. Et on peut aussi observer des interactions directes entre les acteurs français et hongrois. Les réformateurs partagent plusieurs ambitions communes, notamment cherchent à réformer le contenu et la structure des programmes et introduire des éléments des mathématiques de l'époque. D'autre part, cherchent à réformer les pratiques d'enseignement et prendre en compte
des résultats des recherches psychologiques et surtout de Piaget, et aussi des méthodes actives. Et il y a un enjeu aussi de répondre aux besoins économiques et sociaux des pays industrialisés et renforcer le rôle des mathématiques dans un contexte de démocratisation du système d'enseignement. Il y a en même temps des différences importantes entre les deux réformes, le contexte des deux réformes. Avant tout, concernant le système éducatif, en France, la période des années 60 et 70 est une période de la création progressive du collège unique, donc une période d'unification, et la réforme des mathématiques modernes s'inscrit dans ce processus. En Hongrie, par contre, il y a soit dit általános iskola, un établissement unique de 8 ans qui est installé depuis 1946. Et dans les années 50, il y a un système extrêmement centralisé. Donc à partir de la fin des années 60, on voit plutôt un long processus de libéralisation, et la réforme de Varga s'inscrit plutôt dans ce processus. Cette différence va causer des différences dans la réforme, dans les caractéristiques des réformes de l'enseignement des mathématiques, par exemple concernant le rôle d'acteurs différents dans les deux pays, comme on verra plus loin. Il y a d'autres différences dans le sens de la réforme qui est plutôt du haut vers le bas en France et du bas vers le haut en Hongrie. Concernant la composition des acteurs, il y a un nombre d'acteurs en France. La réforme déroule plus rapidement et il y a une correction très dynamique à partir des années 70. En Hongrie, la correction est beaucoup moins importante. Par contre, l'installation de la réforme est plus lente. Et je souligne ici que dans la suite des réformes, les débats et tensions entre les ambitions diverses des acteurs divers amènent à pas seulement une dynamique de correction de l'enseignement, mais aussi à une dynamique de recherche et d'expérimentation en France qui donne naissance à la culture didactique des mathématiques. En Hongrie, il n'y a pas de culture didactique émergente à cette base. Donc, comme je dis, dans les deux pays, on voit un discours très explicite sur la nature des mathématiques, avec la participation de certains mathématiciens plus directs en France et plus indirects, mais pourtant existants en Hongrie. En même temps, la conception sur la nature des mathématiques qui influence les réformes est très différente dans les deux pays. En France, on voit plutôt une conception bourbakiste, c'est-à-dire inspirant de l'œuvre du groupe Bourbaki, et mettant l'accent sur les structures, sur la méthode axiomatique déductive, sur le langage formel moderne, et ils adaptent une regard téléologique sur l'histoire des mathématiques, c'est-à-dire on considère la méthode et la forme et le langage moderne des mathématiques comme un idéal de la pensée, pas seulement mathématique, mais aussi plus généralement pour la pensée humaine. Et on considère que ces mathématiques modernes offrent une voie royale pour l'enseignement des élèves. En Hongrie, on trouve une conception très différente, mais pourtant assez cohérente, que j'ai appelée heuristique.
les mathématiciens hongrois qui soutiennent la réforme présentent les mathématiques en un développement organique et permanent. Ce développement étant basé sur l'intuition et des expériences selon eux, guidé par des séries de problèmes. Et on considère les mathématiques comme une activité dialogique et comme une activité créative et ludique. Pour l'enseignement, on encourage l'utilisation des méthodes heuristiques et on appelle à une utilisation très prudente et très limitée du langage formel mathématique. Après cette courte présentation des résultats de l'analyse historique et épistémologique, je vais parler plus en détail de mes analyses didactiques. Donc, on a vu que les réformateurs cherchent à transformer les programmes et aussi les pratiques d'enseignement. Concernant les programmes, donc j'ai cherché chaque fois pour mes analyses didactiques des outils théoriques dans la tradition didactique française. Concernant l'analyse des programmes, j'ai choisi l'approche écologique que j'ai trouvée adaptée pour ces analyses et j'ai utilisé aussi la notion des paradigmes de géométrie et de probabilité. Bien évidemment, je ne pouvais pas analyser en détail un programme de vie tout 9 ans. Donc, après une analyse brève du programme dans sa globalité, des programmes dans leur globalité, j'ai choisi 3 thèmes comme exemple, ce que j'ai étudié plus en détail. Le premier exemple est la construction de la notion des nombres au début de l'école primaire. Le deuxième exemple est dans le programme de géométrie, une rupture est marquée très explicitement dans les programmes entre les classes 5e et 4e. Donc, dans le premier cycle du collège et ainsi par ailleurs qu'à l'école primaire, on parle plutôt des observations physiques qui n'est pas vraiment considérée comme étude mathématique. L'étude réellement mathématique de la géométrie commence à partir de la classe 4e, tout de suite dans une forme axiomatique avec une approche algébrique et basée sur la notion de nombre réel. Dans ce contexte, le théorème de Pythagore joue un rôle assez limité. Il n'obtient pas de chapitre séparé, mais il est intégré dans un chapitre plus grand concernant le plan euclidien. Il participe dans la construction d'un outil algébrique pour décrire le plan et l'espace euclidien. Il ne porte pas non plus sur les triangles, mais sur une propriété de la projection orthogonale. Et la démonstration est algébrique avec un langage formel, comme on verra. En Hongrie, on insiste pendant toute la période, soit dit általános iskola, sur la continuité et sur une articulation des expérimentations, observations physiques et des argumentations et démonstrations basées sur des figures idéales. Il s'agit surtout d'une géométrie élémentaire et synthétique avec, pendant tout au long du programme, une importance maintenue de l'intuition visuelle. Dans ce contexte, le théorème de Pythagore joue un rôle très important. On souligne que c'est un des plus importants théorèmes des mathématiques. Il porte sur les triangles rectangles et il a aussi le rôle d'être un des premiers théorèmes enseignés
Donc, il a le rôle d'initier les élèves dans l'intérêt de l'activité de démonstration. Je vais passer à l'analyse des pratiques, qui est assez problématique, comme je n'ai bien sûr pas d'accès aux pratiques réelles de l'époque des années 70. Il serait éventuellement possible de chercher des accès indirects par entretien ou chercher des vidéos. Je n'ai pas suivi cette voie parce que ça semble emporter des risques d'anachronisme et de partialité assez importants, en partie à cause de mes connaissances très différentes sur le contexte français et hongrois et à cause d'autres raisons que je ne détaille pas ici. Donc j'ai décidé de déclarer que je ne m'intéresse pas aux pratiques réellement mises en place à l'époque. Je m'intéresse uniquement à la conception des réformateurs sur les bonnes pratiques, sur les pratiques qu'ils cherchent à mettre en place à travers des programmes, ce que j'appelle des pratiques d'enseignement envisagées. Et je les analyse à travers des sources écrites uniquement, donc à travers des manuels scolaires et des livres de professeurs. J'utilise pour cette analyse principalement la théorie des situations didactiques de Brousseau. Pourquoi? Parce que c'est une théorie qui émerge justement dans le contexte particulier des débats autour des mathématiques modernes en France, parce qu'il prend des bases, parce qu'il s'appuie sur des bases constructivistes qui sont très importants pour les discours de la période et très importants pour Varga aussi, et tout particulièrement la notion de situation adidactique m'a paru très adaptée pour réfléchir des questions d'autonomie et de responsabilité partagée entre élèves et enseignants. En même temps, l'utilisation de cette théorie pose bien sûr des difficultés. Il y aura quelques difficultés par rapport à l'adaptation au contexte hongrois, on verra sur les exemples. Et il y a une grande difficulté avec la manque d'accès aux pratiques réelles, puisque cette théorie était conçue pour analyser des pratiques réelles. Donc, une des outils pour surmonter ces difficultés, c'est la notion de potentialité adidactique développée par Erzon et par Englorian, qui sert à l'origine pour les analyses a priori. D'autre part, il me semblait nécessaire de mettre les situations dans leur contexte et analyser les manuels scolaires et les livres de professeurs dans leur intégralité. Donc, je considère ces manuels scolaires et les livres de professeurs comme des ressources pour les enseignants qui sont censés aider les enseignants à concevoir leurs propres pratiques. Et j'analyse leur structure, leur langage, leur style, les introductions et consignes d'utilisation pour comprendre comment ils sont aidés dans chacun des cas les enseignants à concevoir leurs pratiques. Reprenons l'exemple du théorème de Pythagore. Qu'est-ce qu'on voit dans le cas des manuels scolaires du collège? Dans le cas français, les manuels scolaires que j'ai étudiés mettent beaucoup d'accent sur la forme magistrale de l'enseignement, et même si les introductions et les livres de professeurs insistent sur la mise en place des méthodes actives, les manuels scolaires ne donnent pas vraiment d'aide concrète pour la mise en place de ces pratiques. En même temps, en Hongrie, les manuels scolaires sont très différemment construits. Ils utilisent
langage beaucoup plus naturel qui cherche beaucoup à approcher le langage des enfants et beaucoup moins de langage formel. On voit beaucoup d'illustrations non mathématiques et ce qui est particulièrement intéressant, que pour introduire des éléments de savoir nouveaux, on voit des dialogues fictifs d'élèves discutant des petites séries de problèmes. Le livre de professeur associé déclare qu'il s'agit des modèles d'enseignement, donc suggère aux enseignants de mettre en place des discussions similaires en classe. On voit deux exemples en français et en hongrois pour l'introduction du théorème de Pythagore. Donc même en première vue, on voit ces différences assez bien. Dans le cas français, on voit un traitement déductif, une démonstration algébrique qui nécessite des connaissances théoriques et formelles assez avancées. Et la figure n'est qu'une illustration qui ne participe pas vraiment dans la démonstration. Par ailleurs, on voit bien sur la figure qu'il ne s'agit pas d'un triangle, mais il s'agit de la projection orthogonale des axes. Donc, cette forme correspond plutôt à une transmission directe du savoir avec peu de potentialité à didactique et évoque un contrat didactique plutôt magistral. Le manuel hongrois, c'est un texte beaucoup plus long, j'ai juste pris en page comme exemple, présente par contre un dialogue fictif d'élèves avec des interventions potentielles des enseignants. Le premier problème que les élèves discutent concerne la longueur d'une ficelle qu'on tend dans la classe et pour qu'un élève puisse passer du bout au-dessous. Et après, on passe progressivement à des problèmes plus en plus abstraits qui s'éloignent de l'expérimentation concrète et qui approchent une étude des figures abstraites et appelle à une démonstration, à la recherche d'une démonstration. Et la présentation de la démonstration est également problématisée en partie. Ce sera une discussion des élèves autour des figures d'un puzzle. C'est un type de contrat dont ce texte donne un modèle que j'ai nommé découverte guidée. Je vais revenir encore là-dessus. On voit dans ces manuels scolaires qu'il y a quelques indications sur les mises en place possibles, mais ce sont quand même des indications très indirectes. On a des instructions beaucoup plus explicites dans les livres de maître de niveau élémentaire. Pour le cas français, j'ai analysé notamment les livres de maître d'Eiler, le livre de maître de maths et calcul, qui donnent des instructions très détaillées, très structurées pour les enseignants du primaire. L'auteur se place très explicitement dans le contexte des mathématiques modernes et dans la description des activités à mettre en place, il décrit très en détail des leçons qu'il appelle des leçons. Il précise la construction de ces leçons qui doivent être construites des phases manipulatoires, orales, de représentation et de contrôle. Il insiste beaucoup sur la mise en place des méthodes actives. En même temps, si on étudie des situations qu'il propose dans le livre de maître, avec des termes de la TSD, on voit que l'activité des élèves est réduite à une manipulation physique et sans réelle autonomie dans la construction des connaissances mathématiques. Donc, on ne trouve pas de réelle potentialité à didactique dans ces situations. Malgré l'activité apparente des élèves, on reste dans un type magistral de contrat didactique. Un autre exemple que j'ai étudié était le
bouquin Hermel, qui est le résultat d'un projet expérimental des années 70, donc c'est la période après la réforme des mathématiques modernes. Et très brièvement, on peut dire que les situations qui sont proposées dans Hermel approchent beaucoup le modèle de situation adidactique défini par Brousseau. C'est une page du livre Tyler qui montre comment il décrit des situations pour les enseignants. Dans le cas hongrois, on trouve des livres de maths qui sont beaucoup moins structurés que les livres français. On voit des explications thématiques mélangées avec des descriptions des activités proposées aux enseignants. Et on ne trouve pas de leçons dans le sens d'Eiler, mais le livre propose plutôt de mettre en place des petites activités, souvent liées à des thèmes très différents dans le cadre d'une seule séance, et établir des liens entre ces différentes activités plutôt sur le plus long terme. Donc on propose aussi une préparation de plus long terme et pas leçon par leçon. On ne trouve pas non plus des situations détaillées décrites dans ces livres, plutôt des descriptions très vagues des tâches avec plusieurs variations, avec des réactions possibles d'élèves et avec des suggestions de comment gérer ces différentes réactions possibles. On voit une page de ces livres, les petits rondes à la marge indiquent des différentes tâches et leurs variations. Et je présente un extrait de cette tâche décrite qui s'appelle La devinette avec le matériel cuisinaire. Donc le livre dit ce jeu offre une bonne occasion pour pratiquer la comparaison des grandeurs. On cache une réglette, il faut deviner laquelle. Les élèves peuvent poser des questions telles que est-elle plus grande que la violette, plus grande que la bleue, plus petite que la rouge? Ils ont une réglette de chaque couleur devant eux et peuvent mettre de côté les réglettes qui ne sont plus possibles. Un exemple, on cache la réglette noire. Est-elle plus longue que la jaune? Oui. Et alors, je saute un peu cette partie de dialogue. À la fin, le livre dit, au début, il y aura probablement beaucoup de questions inutiles. Certains élèves peuvent les récuser. Si une réglette est plus grande que la jaune, elle est évidemment plus grande que la rouge. Dans ce cas, on peut introduire une nouvelle règle. Si quelqu'un sait la réponse à une question, il peut répondre à la place du maître. Plus tard, on peut introduire l'objectif de deviner avec le moins de questions possible. Donc, si on regarde cet exemple, et dans le même sens, je vais parler un peu des autres exemples aussi du livre, avec les termes de la TSD, il est souvent difficile à dire s'il s'agit des situations adidactiques, puisqu'il n'y a pas vraiment de travail autonome des élèves. Il y a beaucoup plus de dialogue entre l'enseignant et les élèves. En même temps, on voit une intention très explicite de laisser la responsabilité de la construction des connaissances, au moins en partie, aux élèves. Donc, il n'y a pas vraiment une frontière très explicite en situation adidactique et pas adidactique, plutôt une partage de responsabilités qui dépendent beaucoup des réactions actuelles des élèves. Chez Brousseau, le terme d'institutionnalisation est très important. Chez Vaughan, on ne voit pas de phase d'institutionnalisation décrite dans le livre de maths, ou très très rarement. Il s'agit beaucoup plus de nombreuses situations de familiarisation
liées sur une même notion mathématique, avec, prenant des exemples très variés et d'une institutionnalisation retardée parfois de plusieurs années, basée sur cette grande variété d'expériences. En termes de contrat didactique, en fait, j'en ai déjà parlé. Donc on voit d'un part une déconstruction voulue et très explicite de l'autorité de l'enseignant et des consignes dans beaucoup de situations décrites, et un processus de recherche collectif guidé par l'enseignant, où la responsabilité est répartie entre l'enseignant et la classe. Donc c'est ce que j'appelle un contrat du type découverte guidée. Dans les différents textes de Varga, il existe beaucoup sur la mise en place et la conception des processus d'enseignement de long terme. En même temps, dans la TSD, on ne trouve pas vraiment d'outils théoriques d'analyser ces processus longs, bien que Brousseau lui-même, il a conçu des processus longs pour ses expérimentations. Donc, je suis allée voir la description d'une de ces expérimentations, notamment sur l'enseignement de la probabilité. J'ai comparé cette expérimentation de Brousseau avec des processus conçus par Varga. Ce que je trouve chez Brousseau, qu'il base son processus à une situation qu'il appelle fondamentale et qui permet d'émerger tout un ensemble de situations pour construire tout un champ de savoir. Et cette construction passe à travers une dialectique des phases adidactiques et d'institutionnalisation. Et l'abstraction, la création des notions mathématiques abstraites passe par un processus de décontextualisation. Donc ça explique aussi pourquoi il théorise au niveau des phases adidactiques et phases d'institutionnalisation sans donner des outils théoriques pour parler des processus plus longs. Dans le cas des Varga, par contre, on trouve des processus basés sur une grande diversité des problèmes et une généralisation progressive à travers ou basée sur la variété des expériences. Au fond, je pense qu'on peut dire qu'il y a deux conceptions très différentes sur l'abstraction mathématique elle-même. Enfin, je passe à quelques conclusions de cette étude. Donc, sur la comparaison des deux réformes, on peut dire qu'il s'agit chaque fois de deux systèmes très cohérents où les caractéristiques des programmes, des ressources et des pratiques d'enseignement envisagées par des réformateurs sont très cohérentes. Dans le cas de la réforme française, l'accent est plutôt sur les structures mathématiques, sur la méthode axiomatique, sur l'abstraction et le langage formel. Ça correspond à une construction hiérarchique des programmes et les méthodes d'enseignement dominantes selon les ressources semblent être des méthodes magistrales, et même si on parle de la mise en place des méthodes actives, il semble que ça ne peut pas réellement vivre dans ce contexte. Dans le cas de la réforme hongroise, on
voit plutôt une génération progressive basée sur des expériences, ce qui est soutenu par la diversité des domaines du programme et par le développement parallèle. Le focus, l'accent est sur les problèmes et la méthode d'enseignement dominante selon les ressources semble être le dialogue entre les enseignants et les élèves. À l'arrière-plan de ces deux réformes, on peut reconnaître le rôle important d'une épistémologie mathématique, Bourbakis dans le cas français et heuristique dans le cas hongrois. Il semble servir pour les deux réformes comme deux paradigmes des mathématiques, et on peut dire que les deux réformes des mathématiques modernes sont des réalisations particulièrement cohérentes de ces paradigmes mathématiques. Ce n'est pas nécessairement toujours le cas. Donc, par exemple, le programme français des années 77 semble beaucoup plus chercher une compromis et un équilibre entre une épistémologie mathématique de l'arrière-plan et des préoccupations pédagogiques. Je ne reviens pas en détail sur les éléments du contexte historique, mais je souligne qu'à part du rôle de l'arrière-plan épistémologique, bien sûr, les différents facteurs du contexte historique représentent des influences différentes qui sont parfois contredisants, parfois ils se renforcent. Ce qu'on voit par exemple sur la tension ou l'harmonie entre ambition pédagogique et arrière-plan épistémologique. Mon objectif original était de contribuer à la conceptualisation de l'œuvre de Varga. Je ne pouvais bien sûr pas donner comme objectif d'offrir une réelle conceptualisation de la conception d'enseignement de Varga dans ma thèse, mais je pouvais quand même dégager quelques éléments qui peuvent aider cette conceptualisation dans la suite et qui permettent de suggérer quelques perspectives de recherche. Le premier point que je voudrais souligner, c'est que dans la conception de Varga, on voit une cohérence entre les programmes, les pratiques et les ressources et l'arrière-plan épistémologique. Et donc, quand il parle de résolution de problèmes ou activités de découverte, il ne s'agit pas seulement des activités ponctuelles de résolution de problèmes, mais ça entre dans un système plus global. Donc, il me semble intéressant d'étudier une conception d'enseignement par problème en cohérence avec dans la cohérence des programmes, des pratiques et aussi l'épistémologie à l'arrière-plan. Un deuxième point que je voudrais souligner, c'est le rôle de la construction des séries de problèmes. Donc, les processus de plus long terme avec une mise en ordre consciente des problèmes. Il serait intéressant d'étudier comment les notions mathématiques peuvent être construites dans cette conception à travers la mise en série des problèmes. Et la troisième chose à souligner, c'est l'importance de la forme dialogique. Et bien sûr, pour pouvoir étudier les dialogues enseignant-élève, il faudrait passer maintenant à l'étude des dialogues réels en classe. Je signale que l'utilisation de la théorie de Brousseau a montré
montrer quelques limites pour être utilisées sur le cas de Varga. En même temps, ces limites permettent de clarifier davantage les particularités de la conception de Varga et aident ainsi indirectement à une conceptualisation ultérieure. Et pour cette conceptualisation, il me semble pertinent d'aller voir d'autres théories qui sont en lien avec les démarches d'investigation ou Inquiry-Based Mathematics Education. Il existe de nombreuses théories didactiques actuelles de ce genre. Et donc ça permettrait de situer dans le contexte des théories didactiques actuelles la conception de Varga. Je pense que je ne vais pas passer du temps pour parler des perspectives, et je vous remercie de votre attention. Donc on a une dizaine de minutes pour des questions. Moi, je suis pas sûr d'avoir tout compris sur ce que c'est que la réforme des maths modernes. Je t'entends pas. Pardon, je vais parler plus fort. Je suis pas sûr d'avoir compris peut-être ce que sont les maths modernes. En fait, il y a quelque chose qui m'a étonné dans l'exposé, c'est pas du tout une critique. Précise. Parce qu'en fait, tu dis qu'en Hongrie, il y a eu une réforme plutôt de bas en haut, on va dire des enseignants, c'est ça, qui vient des enseignants, ou j'ai mal compris. Non, du bas en haut, je voulais dire commençant par le niveau primaire. Donc, en France, ça vient ça commence au niveau universitaire et puis secondaire et ça passe plus tard au niveau primaire. Et en Hongrie, on commence au niveau primaire. Donc, c'est ce que je voulais dire avec ça. Non. Mais c'est pas seulement ça, mais les expérimentations et les discussions sur la mise en place de la réforme sont commencées quelques années avant au niveau secondaire et je ne me souviens pas exactement les dates, mais le travail de la commission Lichnerowitz a commencé à travailler en 67 pour la réforme du secondaire et la commission était élargie un peu plus tard et son rôle était élargi pour s'occuper aussi du niveau primaire peut-être 1 ou 2 ans plus tard. Mais c'est aussi, la question c'est aussi mais c'est pas seulement la question du temps, mais aussi les objectifs de la réforme. Parce que la réforme du primaire en France a une des motivations les plus importantes pour la réforme du primaire est d'assurer la cohérence avec la suite, donc de permettre de préparer les élèves au nouveau programme du 6e. Alors qu'en Hongrie, on est préoccupé de l'éducation des petits, la culture mathématique qu'on peut assurer aux petits. Donc c'est la préoccupation originale et on cherche plus tard à prolonger pour le secondaire. Oui. Oui.
Oui, donc c'est beaucoup moins documenté que dans le cas français. Il y a quelques mathématiciens hongrois qui sont plus ou moins directement présents derrière la réforme de Varga et qui aident à Varga, et notamment, je reviens peut-être là. Donc principalement Kalmar, Rózsa Péter et Alfred Rényi, qui sont d'ailleurs des mathématiciens de première ordre de la culture mathématique de l'époque. Et il y a des études plutôt histoire de la philosophie des sciences, côté histoire de philosophie des sciences et philosophie des mathématiques, qui ont commencé à montrer qu'il y a en fait une réflexion épistémologique dans cette communauté, et notamment que cette communauté influence beaucoup les travaux ultérieurs de Lakatos. Donc le jeune Lakatos, il est dans cette communauté, il est beaucoup influencé par ailleurs aussi par Varga. C'est Varga qui le demande de traduire Púja en hongrois, et c'est comme ça que Lakatos découvre Púja. Púja, il n'est pas en Hongrie dans cette période, donc il n'a pas un contact direct avec ces personnes, mais on se connaît, ils se connaissent les travaux, et il est une référence très importante pour Varga. Et donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'analyser des livres de vulgarisation. Il publie beaucoup de livres de vulgarisation où il parle un peu de la nature des mathématiques. Il y a quelques conférences sur l'enseignement des mathématiques. Donc j'ai analysé ces textes et j'ai essayé de dégager des principes qu'ils décrivent sur la nature des mathématiques. Et ça s'avère assez cohérente, et assez cohérente aussi avec la philosophie ultérieure de Varga ou la conception de Púja. Est-ce que ça répond à ta question? Sinon, j'ai un papier sur ce sujet. Donc. Qu'est-ce qui fait que tu peux dire que c'est une réforme des mathématiques modernes? Parce que ça dit, c'est eux qui disent. C'est eux qui disent. Ils se déclarent participants de ce mouvement, et par ailleurs, Varga, il est très actif dans les différentes communautés internationales de cette période à partir de la fin des années 60. Et c'est une chose, et l'autre chose, c'est qu'il décrit en détail comment il est influencé par les différents mouvements. Les collègues de Varga avec qui je pouvais parler disent en général que Varga il s'est inspiré des différents mouvements de réforme de la période. Il en fait quelque chose assez original. Donc ce que j'essaye de montrer, qu'en fait il s'agit d'une influence mixte de ce mouvement international et des traditions existantes en Hongrie, représentées notamment par ces mathématiciens qui étaient déjà présents en Hongrie quelques dizaines d'années avant. Parce que donc là, tu parles modèle des niveaux de détermination. Par exemple, tu as dans ton analyse historique et sociale et culturelle des éléments qui aident à comprendre que deux pays différents ont eu au même moment, dans le même contexte international, des attitudes tellement différentes vis-à-vis des mathématiques. Tu as des éléments comme dans ce Oui, alors je parle. Je n'ai pas dit que. J'ai parlé des éléments de contexte historique puisque je ne pouvais pas forcément rétablir tout un contexte historique, mais en tout cas, c'est très clair que c'est le mouvement et le discours dans ces communautés internationales qui permettent une réflexion commune, et on voit plusieurs éléments qui viennent de là, et notamment
l'introduction des éléments de mathématiques modernes, ou la réflexion sur la cohérence, ou la réflexion sur les méthodes, sur les résultats de Piaget ou d'INH, ce sont très présents dans cette communauté. Mais en même temps, ce qui est intéressant, que quand on parle des éléments de mathématiques modernes, on ne comprend pas la même chose sur mathématiques modernes. C'est d'ailleurs très lié aux travaux mathématiques des mathématiciens qui sont à l'arrière-plan de la réforme. Donc, on retrouve beaucoup Bourbaki ou Choquet dans la réforme française, et on retrouve beaucoup Régny ou Colmar dans la réforme hongroise. Donc, des questions, deux dernières questions courtes, c'est des réponses courtes aussi. Oui, du coup, une question très courte pour continuer sur la vision heuristique dont tu parlais. Tu disais que Lakatos avait été très influencé par ce milieu-là. Est-ce que ça veut dire que, quand tu as parlé des dialogues fictifs tout à l'heure, que la forme qu'il adopte dans Preuve et réfutation, en fait, vient de ce milieu-là? Ça existait déjà en Hongrie, et lui, il faut l'adapter? C'est plutôt l'inverse, c'est adapté après? Non, c'est parallèle. Donc, je ne peux pas te dire en ce moment si, dans quel sens. Je pense que c'est. Donc, en fait, quand ce milieu existe déjà, et ces discussions existent déjà dans les années 40, et c'est à partir des années 40 que Lakatos participe. Et après, là, on voit déjà une réflexion sur le dialogue. Mais je n'ai pas des textes vraiment dialogiques dans cette période. Et les œuvres de Vargas apparaissent dans les années 70, ces manuels apparaissent dans les années 70. Donc je ne pense pas qu'il y a à cette époque-là une influence directe sur ces textes concrets, mais le principe a l'air présent dans la communauté avant. Alors, il y a plusieurs aspects parce qu'au niveau de savoir savant, il y a vraiment une différence dans les deux pays, mais en même temps, il y a cet aspect là aussi, et là, je pense qu'il faut vraiment prendre en compte la différence des systèmes politiques. Et en France, j'ai trouvé intéressant donc j'ai parlé de démocratisation dans les deux pays. En France, j'ai trouvé intéressant que cette démocratisation cherche à donner accès à une culture élite, à un plus grand nombre d'enfants et effectivement de donner accès à une savoir savante considérée avant comme élite à tous les enfants. En Hongrie, on cherche à remplacer l'élite ancienne par le règne du peuple. Donc, on est dans un système communiste et donc on considère l'abstrait et le formel comme particulière à l'élite ancienne et le concret comme particulier au peuple. Et donc c'est très, très, très explicite à partir des années, fin des années 40 et dans les années 50, une approche très pratique et Vargas assouplit même
cette approche extrêmement pratique, mais reste pourtant dans une démarche partant du concret vers une abstraction plus grande. Merci, on va s'arrêter. Donc nous avons une petite demi-heure de pause. On était supposé reprendre à 17h. On va s'autoriser une dizaine de minutes de retard. Mais on essaie de pas déborder plus que ça. Voilà, donc c'est pas pour le vol. Mais je rappelle qu'à l'horizon de cette pause, il y a 3 pauses. Et alors, t'as accepté? J'ai accepté, celui, j'ai dit en 15.